Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur El Maralbia. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscope. Nous allons passer cette petite heure et demie ensemble avec nos invités. Nous allons revenir sur l'actualité en Algérie. Merci encore pour votre fidélité et merci pour toutes les images, les informations que vous postez, que vous nous envoyez, que vous nous transmettez, que nous essayons humblement via notre plateforme, votre chaîne El Maralbia, de diffuser et puis d'informer tant bien que mal les frères et sœurs en Algérie et puis aussi le monde entier via le satellite et via les box. Suivez-nous sur la page YouTube d'El Maralbia, la page et puis les pages Facebook de votre chaîne et puis de Microscope. À l'actualité, vous le voyez, en fond de studio, nous rendrons hommage aux disparus. Ce sont d'ailleurs le titre de l'émission, des milliers de disparus forcés. Journée internationale des victimes de disparus forcés à l'international. Mais il est question aussi de l'Algérie. Depuis plusieurs années, des familles des disparus, on les compte en milliers. Certains parlent de 18, 22, 25 000 personnes. Nous n'avons malheureusement pas les chiffres des disparus. Donc des familles des disparus durant la décennie noire réclament la vérité sur le sort réservé à leurs enfants. Donc je vous le disais, le nombre se compte en milliers selon SOS Disparus et le CFDA, alors que les autorités aujourd'hui n'ont communiqué aucun chiffre à ce sujet qui reste en suspense. Pendant ce temps, donc, plusieurs familles attendent la vérité pour faire leur deuil. Il faut savoir qu'aujourd'hui devait se tenir ce 30 août devant le Conseil, un rassemblement devant le Conseil des droits de l'homme à Alger à l'occasion de cette journée pour rendre hommage aux victimes. Ce rassemblement a été empêché, c'est ce qu'ont indiqué en tout cas SOS Disparus et le collectif des familles de disparus en Algérie dans un communiqué. Voilà ce que dit notamment la présidente Nassera Dutour. Je cite: « Ce rassemblement n'a cependant pas pu se tenir. En effet, à peine 10 minutes après l'arrivée des mères de disparus, qu'un nombre important de policiers venus dans au moins 5 voitures de police ont dispersé les familles. Ils les ont menacées de leur arracher les photos si elles ne partaient pas. » Voilà, donc ces familles qui attendent des réponses. Jusqu'à quand le peuple algérien va-t-il être privé de son histoire? Jusqu'à quand allons-nous attendre le retour de nos proches? Jusqu'à quand allons-nous nous heurter au silence incessant des autorités? Voilà plusieurs questions que se pose le collectif des familles de disparus et puis bien évidemment toutes ces familles, ses parents, ses proches. On y reviendra dans l'actualité. Samedi dernier, il y a à peine 48 heures, le 28 août, Abdelmadjid Tebboune a fait appel dans le cadre d'un décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue des élections municipales, l'Assemblée populaire communale, Wilaya, prévue le samedi 27 novembre 2021. On essaiera de voir avec nos invités est-ce que ces élections doivent se tenir? Qu'attend le peuple algérien alors que le pays vit actuellement une crise importante en termes de santé, en termes de liquidité, la rentrée arrive, le social. Donc il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que le président Abdelmadjid Tebboune a fait un bon choix? Aujourd'hui, c'est la journée internationale du drapeau amazigh. On va y revenir, mais surtout, la question qui se pose, c'est cette polémique qu'il y a de l'enseignement amazigh à l'école. On va y revenir avec nos invités que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. On se retrouve juste après cet hommage notamment à quelques portraits. Nous ne les avons pas tous, encore une fois. Hélas, quelques portraits de disparus. Mon fils Abdelmalek, il était emmené le 18 avril 1996 à 18h30. Il était 4 heures de l'après-midi. Il y a un de ses amis, il est monté avec le bidon, il m'a dit Mohamed, ils l'ont pris. Je dirais qu'il a été jugé dans une cour spéciale. Ils sont montés. Personne n'avait assisté. Civil et armés. De sécurité militaire. Je suis la seule qui disparut. J'ai été enlevée, moi et mon frère. Il a été enlevé, lui le premier, puis ils sont revenus vers moi. Moi, j'ai été relâchée le 8 avril 1996. Et j'ai laissé mon frère là-bas.
Bienvenue pour ce nouveau numéro de Microscope. Si vous venez nous rejoindre, mes invités sur le plateau, Idirou Nouron, analyste politique. Bonsoir Idirou Nouron, comme chaque lundi. Merci d'être présent. Bonsoir Monsieur Chaban, je salue les citoyennes et les citoyens qui nous regardent. Merci Brahim Younsi, cadre du MDA 82-88. Merci d'être avec nous, Brahim Younsi. Merci pour l'invitation. Je salue mon ami Idir. Je suis désolé que Karim ne soit pas absent aujourd'hui. Avec nous. Mais on lui souhaite bonnes vacances parce qu'il est allé se reposer. On a une pensée pour Karim Neitou Slimane, effectivement fidèle aussi à l'émission. D'autres fidèles via le Canada. Adel Djebar, bonsoir, observateur politique. Bonsoir Chaban, bonsoir Idir, bonsoir Ibrahim. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous, de pouvoir échanger avec vous. Je transmets mon grand bonjour à notre peuple en Algérie et partout à l'étranger. Je vous signale que la qualité du son est un peu mauvaise. J'ai de la difficulté à vous écouter, surtout quand Idir a commencé à parler. Donc si vous pouvez améliorer le micro ou le son, ce sera apprécié. Très bien. Alors, on va se poser 3 questions. Est-ce que c'est Idirou Nouron qui provoque cette anomalie? Est-ce que c'est mes magiciens en régie? Ou est-ce que c'est peut-être votre réseau? En tout cas, on vous entend très très bien, Adel Djebar. Vous allez nous dire dans quelques instants si vous entendez bien. Nos invités, Boualem Amoura, syndicaliste, secrétaire général du SATEF. Bonsoir, Boualem Amoura. On a perdu Boualem Amoura, on va le retrouver dans quelques instants. Et on devrait avoir donc Amar Naïtsid, le frère de Kamira Naïtsid, qui a été porté disparu pendant 48 heures, qui a été retrouvé, qui a été arrêté, qui est la présidente du congrès mondial Amazir. J'espère qu'on va pouvoir réussir à le joindre. Messieurs, bonsoir à tous les deux. Peut-être pour commencer, je voulais avoir votre réaction sur, on ne s'est pas vu depuis, sur la sortie en conférence de presse du procureur, notamment à Alger la semaine dernière, notamment jeudi 26 août. Je voulais surtout avoir un peu aussi votre analyse. Donc il a pris les décisions, en tout cas dans le cadre de sa conférence de presse. Voilà ce qu'il a annoncé concernant l'assassinat de Jamel Ben Ismaïl, ce jeune qui est allé, je le rappelle, qui a été assassiné, lynchement brûlé ce mercredi 11 août dans la soirée à la Harvan Athieleten, qui s'est rendu en Kabylie pour aider ses prochains et qui s'est retrouvé dans une situation dramatique, complexe. Nous n'avons pas de mots. Voilà ce que dit le procureur, je cite, « Parmi les faits saillants, des plans prémédités et planifiés avec le rôle de partie étrangère dans le cadre de la préparation de ce crime, à travers ce qui est appelé la manipulation des foules pour semer la zizanie, le chaos et l'instabilité. 29 suspects identifiés sont en état de fuite, en plus des 88 autres déjà arrêtés et placés sous mandat de dépôt. 24 des suspects appartenant au mouvement donc, du MAC, le mouvement autodétermination de la Kabylie, pour l'indépendance de la Kabylie, font l'objet d'un mandat d'arrêt international. Donc, à leur tête, Farhat Mahni, le président. Fin de citation. Voilà ce que dit aussi, ce qu'a annoncé le procureur. À l'aide de l'organisation Interpol Police Criminelle, nous appelons tous les États concernés à coopérer pour arrêter les suspects et les livrer aux autorités algériennes afin d'assurer ce qui est appelé la non-impunité à ces individus. Ces individus ne connaîtront pas la sérénité tant que leurs dossiers feront l'objet de poursuites judiciaires. Fin de citation. Brahim Younsi, une réaction peut-être quand vous avez entendu, écouté cette conférence de presse, sachant qu'il y a eu plusieurs questions polémiques qui se sont posées. D'abord, comment l'Algérie aussi rapidement a pu établir autant de conclusions, autant d'individus, encore une fois, en quoi le MAC et surtout quelles sont les raisons, puisqu'on n'a pas eu des réponses, les Algériens n'ont pas eu de réponses concrètes dans le cadre de cette conférence de presse du procureur. Comme d'habitude, ce que l'on appelle la justice algérienne a toujours été opaque. D'abord, vous venez de le dire, en l'espace de 24 heures, ils ont identifié tout le monde, et ils ont même, j'allais dire, plaidé la préméditation. Savoir que, par exemple, le malheureux Jamel Ben Ismaïl soit là, à quel moment, à quel endroit, etc., pour préméditer d'abord son assassinat. C'est quand même assez ahurissant. D'autre part,
incriminer le président du MAC est un non-sens total. Cette accusation qui le frappe, et vraisemblablement qui frappe d'autres personnes, mais singulièrement le président du MAC, Farhat Mahni, c'est une accusation et une implication dans ces crimes politiques. On ne peut pas conclure à autre chose qu'à une implication politique. C'est quand même comme un nez en plein milieu du visage. C'est assez bas de la part du pouvoir algérien, de la justice. Enfin, parler de justice en Algérie, c'est vraiment un non-sens. On ne peut pas parler de... C'est une non-justice dans ce pays. On ne fonctionne pas par la justice, on fonctionne par les règlements de compte. Et aussi bien concernant le MAC que Rachad, d'abord les classer ou les classifier comme des organisations terroristes est plus qu'insensé. Et ensuite, les incriminer dans des crimes, c'est encore plus insensé. Selon vous, je vous donne la parole, Idirou Nouron, et comme ça vous répondrez aussi un peu aux deux. À vous suivre, et c'est vrai que la question qui s'est posée, comment l'Algérie, sa justice, les autorités ont réussi en quelques jours à arrêter autant de personnes, des suspects, sans compter quand même qu'il y a eu cette vraie polémique autour des suspects devant les caméras, qu'on a pu entendre, la présomption d'innocence, le secret de l'enquête, on en a parlé ensemble. Bon, s'il s'avère effectivement tout ça est totalement faux, de quoi peut-on parler? Alors quel est l'objectif de la justice algérienne pour en arriver à de telles annonces, que le procureur puisse dire clairement, voilà, c'est clair, on a arrêté, le MAC est terroriste, Farhat Mahni de l'étranger a concocté tout ça, bon, sachant qu'on rappelle que Farhat Mahni est là pour défendre la Kabylie depuis... D'abord, exonérer l'État, les services de sécurité de leur responsabilité, voire de leur, il faut le dire, voire de leur culpabilité, notamment dans le crime abject de Jamal Mesmaïn. Le devoir de l'État, le devoir des services de sécurité qui étaient là. Et j'ai trouvé un peu oiseux le discours qui a été tenu par le procureur lui-même et par la direction de la police sur ce crime, en voulant protéger les policiers. Je suis vraiment très en colère sur cette question-là, parce que la police avait tous les moyens de le protéger. Un, par des tirs de sommation, ce qui n'a pas été fait, et ils étaient armés. Deux, des renforts ne sont pas arrivés immédiatement. Et trois, les policiers ont laissé faire, délibérément laissé faire. C'est-à-dire que la responsabilité, sinon la culpabilité des services de sécurité est engagée, qu'on le veuille ou non. Sinon, nous l'avons dit la dernière fois, à savoir qu'il y a un phénomène de foule. Et nous connaissons la psychologie des foules, qui dans la responsabilité est criminelle, et ça ce sont des psychologues et de grands psychologues qui le disent, n'est pas véritablement engagée. D'ailleurs, le père de Nordine Bensmaïn a évoqué le fait que son fils ait trouvé la mort devant un commissariat, l'Arvan Atielaten, et c'est vrai qu'entre le temps où il a été extirpé du camion, le temps où il a été lynché, le temps, malheureusement, c'est toujours difficile à dire, mais où il a été incendié, brûlé, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de renfort, et c'est aussi des questions qui se posent. Alors, je vous laisse réagir sur ces différents points. D'abord, les tirs de sommation. D'abord, la réaction suite. Pour les tirs de sommation, le directeur de la police judiciaire s'est exprimé en disant que le haut commandement a interdit de pratiquer ce type. Non, il l'a dit, je ne fais que répéter. Oui, bien sûr, je l'ai entendu. Tout à fait. Par contre, il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites, et c'est très, je ne dirais pas complexe, mais c'est assez compliqué. On peut déconstruire le discours et toutes les allégations, à la fois du directeur de la police judiciaire et du procureur.
d'abord, il y a eu ce qu'on pourrait appeler un mélange des genres, puisque le directeur de la police judiciaire s'est exprimé avant le procureur. Donc il a semé toutes ces... Je ne dirais pas... C'est de la mésinformation plus que de la désinformation. Le premier élément, c'est que c'est des citoyens de l'Arba'in Thiratin qui ont donc attrapé, si j'ose m'exprimer ainsi. Ou pas, on ne sait pas. On n'a pas vraiment l'identité de ces gens. Ou alors, nous, on n'a pas cette thèse est la plus vraisemblable. Et ils l'ont remis à la police. Donc, je ne comprends pas, à ce moment-là, qu'on puisse incriminer, ces citoyens. Deuxièmement, il faut dire que ce jeune garçon, Allah yarhamou, comme on dit, il a été victime, finalement. Pour moi, c'est une livraison qui a été faite. Une livraison. Je mets quelques guillemets par respect pour sa mémoire et je me dis que cette affaire n'est pas très nette. En plus, et puis ça décrédibilise. Livraison par qui? Les autorités, la police? Il était aux mains de la police, et la police n'a pas eu assez soit d'hommes pour le protéger. Il est inconcevable qu'un supposé criminel, chose qui ne l'est pas, puisse être dans un fourgon et qu'on laisse la foule pénétrer. Le phénomène de foule est dans le communiqué du procureur de la République, il parle de phénomène de foule, mais il est à côté, il est vraiment à côté. Comment voulez-vous que des militants du MAC puissent déjà se dire « Ah, le jeune hirakiste brillant de Miliana va venir, on va l'offrir à la foule déchaînée parce qu'on va lui coller l'étiquette de pyromane, etc. etc. » Ça dépasse l'entendement. Monsieur le procureur n'a pas lu Gustave Le Bon. Il n'a pas lu le spécialiste des foules. Il y en a d'autres, évidemment. Voilà, il pourra corriger. Donc, toute cette histoire, moi, je pense que c'est une instrumentalisation. Et qui, plus grave encore, monsieur Chaban, monsieur Kassi, c'est l'instrumentalisation. L'instrumentalisation de la communication, l'instrumentalisation de l'affaire, le traitement médiatique de l'affaire. Mais ça, c'est, pour moi, je suis désolé, ça relève de l'indécence, ça relève, j'allais dire, de l'obscénité, passez-moi l'expression. Et derrière, selon vous, après Adel Djebar, l'observateur politique, va répondre, vous allez réagir. Je voulais juste par rapport à ce que dit, dire juste une remarque. C'est que Jamal Besmaïl, que Dieu ait son âme, n'était pas même menotté. N'était pas menotté. Si cet homme-là était susceptible d'avoir commis les crimes qu'on lui reprochait, d'être un pyromane, on le menotte. Il n'était pas menotté dans le fourgon, si j'ai bien vu ces images-là. Il n'était pas menotté. Donc il y a deux niveaux. Pour moi, c'est une grosse provocation. Et par rapport au phénomène... C'est un peu la question que j'allais vous poser. Oui. Vous regardez la parole. Oui. C'est quoi? C'est une instrumentalisation, ces annonces? Alors, on sait très bien que le MAC, encore une fois, on adhère ou on n'adhère pas, mais c'est un mouvement qui demande l'indépendance de la Kabylie, donc quelque part qui protège cette Kabylie dont le MAC souhaite avec son idéologie politique. Derrière ça, d'avoir mis le MAC derrière, c'est vous parlez d'instrumentalisation, etc. C'est quoi? C'est pour réorienter le peuple vers une autre... Je vais vous dire une chose, et je respecte beaucoup la mémoire, je condamne évidemment, moi j'étais scandalisé par ce qui est arrivé au jeune Ben Smaïl. Mais comme a dit Ibrahim, avec le verbe que j'aime beaucoup, c'est qu'on nous a donné une information qui allait nous choquer, évidemment, nous sommes des pères d'enfants, nous sommes des pères de famille, nous avons des enfants, donc nous sommes dans l'émotion comme l'ensemble du peuple algérien. Mais moi, c'est une méthode qui relève de la neuropsychiatrie à la limite, hein, et je salue la psychiatre. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que au-delà de l'instrumentalisation, du traitement médiatique, c'est pour s'exonérer des incompétences, parce qu'il y a eu 215 morts derrière tout ça. Donc la focale était sur le jeune Besmaïl, ce qui est tout à fait normal. Par contre, on oublie le reste. Alors, et on oublie, excusez-moi, et c'est très important, l'incapacité actée du gouvernement, de l'État, à protéger ses citoyens, une de ses missions constitutionnelles. Adel Djebar réagira longtemps. Non, mais juste une question. Plus qu'une instrumentalisation, plus qu'une instrumentalisation, c'est une machination.
Du coup, mon idée... Pour Adel Djebar qui nous attend. Non, je sais que c'est Adel Djebar qui nous attend. Alors, non, mais Adel Djebar, il aura le temps aussi, et c'est un peu à cause de vous, mais c'est toujours agréable de l'écouter. Pourquoi on ne parle pas de ces 215, 220, on ne sait pas, décédés, morts, on ne sait pas d'où viennent ces feux, donc si ces feux sont criminels, donc ce sont des assassinats, pourquoi est-ce que notamment dans le cadre de cette conférence, quelque part, on ne parle plus de ce rôle un peu pyromanique qu'ont soi-disant eu ces suspects, parce que pour l'instant, on n'a pas eu d'éléments. Pourquoi est-ce que le procureur ne l'évoque pas? Ce que vient de dire Brahim, c'est une question hyper pertinente et je vous dis merci beaucoup. Je souscris à la qualification que vient de faire Brahim sur la machination. Parce que derrière tout ça, on a acté qu'il y avait manque de moyens. C'est même pas de manque de Canadair, moins de moyens humains, moins de moyens matériels. L'armée a mis du temps à intervenir. C'est pour justement que la focale, la grosse focale, soit sur l'émotion, ce qui est concevable, et je peux le comprendre et je l'entends, mais je suis désolé, il y a 215 décès, des jeunes enfants, des mamans, sans compter toute la catastrophe de l'écosystème. Adel Djebar, rebonsoir, observateur politique. Bah voilà, vous avez un peu entendu les. D'abord, est-ce que vous nous entendez bien du coup, vu que mes invités. Oui. Super. Je pense que je n'ai plus rien à dire. Ils ont épuisé le sujet. Vous avez deux ténors sur le plateau. Oh, c'est gentil, Adel. Mais vous avez non, mais par contre, vous êtes. Voilà, vous avez toujours des analyses et puis d'autres éléments apportés aussi différemment. Mais je voulais aussi vous avoir un peu depuis l'annonce, depuis cette enquête éclair, parce que c'est allé très vite pour démanteler tous ces hommes, ces suspects, avec ces annonces. Alors Aziz Moatz, auteur universitaire, journaliste, qui annonçait jeudi soir que toutes ces personnes se filmaient, etc. Donc c'était assez facile pour les autorités de police. Donc je voulais aussi avoir un peu votre regard qu'il y a derrière ces annonces, derrière peut-être cette machination, comme le disent nos invités sur le plateau. Moi, ce qu'on m'a toujours appris à l'école, c'est que la ligne droite est le chemin le plus court. Donc l'adresse du promoteur de ce sinistre crime est connue. Les spécialistes des coups tordus sont connus. Donc ce n'est pas la peine de prendre ces guignols-là qui se filmaient pour en faire la main qui a assassiné ce jeune homme. Moi, ce qui m'agace dans l'instrumentalisation de la mort de ce martyr du combat de la liberté, c'est le fait qu'on a suscité l'émotion des Algériens pour les emmener à s'indigner sur un mort qui n'était que suspect, il n'était pas coupable. C'est-à-dire que s'il était même coupable de pyromanie, on ne se serait pas indigné ou quoi. C'est-à-dire qu'on veut transformer les Algériens en monstres qui ne réfléchissent pas, qui sont dépourvus d'humanité. Donc cette question-là m'agace au plus haut point. Pour revenir à la déclaration de ce procureur de la République, ou de la République des Ripoux, ça ne me surprend pas du tout. Dans les régimes totalitaires, autocratiques, dictatoriaux, les seules vérités qu'on puisse avoir à lire, ce sont les vérités qui sont contenues dans les rapports de police. Vous n'avez rien fait, on vous prend, on vous colle des accusations, comme on a l'habitude de lire et de savoir sur des gens tout à fait honnêtes, et puis on les transforme en monstres. Cette machination du DRS, moi je le cite par son nom, parce que c'est lui qui est à l'origine de tous les problèmes, avait un seul objectif. La Kabylie a été et sera l'éternelle région qui va secouer ce cocotier de ce régime fragile, artificiel et illégitime pour dénoncer ces crimes et ces outrances. Donc il voulait punir la Kabylie parce qu'il était resté le dernier bastion de la contestation politique. Et puis, ils ont organisé ce coup, profitant des incendies meurtriers qui ont eu lieu à la Kabylie. Hier ou avant-hier, j'avais un Cerbère, un Belzébuth,
qui est passé avec moi à la télévision, qui défendait le régime, un ex-colonel, et qui disait, vous savez, la Kabylie, c'est une géologie, une morphologie très difficile, c'est-à-dire que c'est la faute des Kabyles d'avoir été bâtir leur village en haut des montagnes. Bon, mais on n'a pas de camions, on n'a pas de sapeurs-pompiers, on n'a pas de moyens, on n'a pas de canadaires. Non, non, c'est la faute des habitants. Et je vous ai dit tout le temps, le regard colonial qu'a ce régime illégitime, criminel sur nous, c'est un regard pas de citoyens, mais de simples mauvais habitants qui ne payent même pas leur loyer. Donc ce procureur-là, s'il a beau dire ce qu'il dit, moi, comment dirais-je, j'avais dénoncé un jour aussi une conférence de presse diarrhéique, parce que ces gens-là, excusez-moi, moi je suis un peu cru, hein, ces gens-là ne sont et ne font que dans la production anale. Ils ne parlent pas parce qu'ils ne produisent pas les idées, ils chient de la bouche. Ce monsieur-là est sorti un jour pour incriminer, pour accuser un enfant de 15 ans qui a été extirpé à l'amour de sa maman, pour être placé dans un centre de rétention, de détention, de redressement à Borj-Barirish. Il l'avait traité d'homosexuel. Les jeunes Hirakis, Tajadi, les autres qui étaient avec lui, ils étaient accusés d'homosexualité. Il est à l'image de cette justice qui se fait manipuler par un coup de téléphone d'un caporal du DRS. Donc il n'y a pas de justice dans ce pays. Il a beau déblatérer, les Algériens sont en rupture de confiance avec ce régime-là. Maintenant, ils ont fait leur coup. Ils ont tué atrocement un jeune homme, et puis ils voulaient instrumentaliser sa mort pour monter le reste de l'Algérie contre la Kabylie. C'est aussi clair que le droche. L'objectif de ces spin docteurs de la mort, c'est l'ethnicisation politique du Hirak. Ils voulaient monter les Algériens contre la Kabylie pour leur dire regardez ce qui se passe en Kabylie, regardez comment on assassine, regardez comment on brûle, regardez comment on tue. Ces gens-là me rappellent le train d'Auschwitz où on prenait les Juifs et on allait les emmener dans les fours crématoires. C'est la même chose. Ils ne sont pas différents, ils ne seront pas différents. C'est une dictature. Elle a ses règles. C'est des psychopathes qui sont là. Ils ne réfléchissent pas, ils ne réfléchissent et ils ne pensent qu'à leurs intérêts, quitte à brûler cette terre. Et on assiste. Moi, je l'ai dit, en 62, il y avait l'OS. Aujourd'hui, il y a le DRS. Ils sont là. Ils pratiquent la politique de la terre brûlée. Ils ne s'arrêteront pas tant et aussi longtemps qu'en face d'eux, il n'y a pas une riposte énergique, pacifique et non violente du peuple algérien qui doit être solidaire. C'est ce que j'ai à dire. Puis s'il y a autre chose, je le dirai encore. Merci Adel Djebal. Restez avec nous, vous voulez réagir, peut-être apporter Brahim Younsi un élément. Juste une remarque, et une remarque que tout le monde peut faire, parce que nous écoutons les médias étrangers. Les feux dans tous les pays du bassin méditerranéen ont éclaté inopinément, sauf en Algérie. Tous les feux sont accidentels dans tout le bassin méditerranéen. En France, en Grèce, en Espagne et ailleurs, sauf en Algérie, où les feux auraient été provoqués. C'est quand même une question à se poser. C'est quand même, ce pouvoir trouve le mal là où il n'y en a pas. Ces feux ont été, les feux ont éclaté parce que nos forêts sont très mal entretenues. On a vu auparavant l'incendie de Khanchela. Certains ont crié au miracle divin parce que la pluie est tombée 15 ou 20 minutes après que la forêt de Khanchela ait été éteinte par la pluie. C'est dire que ces feux, qu'on le veuille ou non, s'il y a certains qui ont joué aux pyromanes, l'essentiel des feux en Kabylie ont été provoqués par le mauvais entretien des forêts. Le 12 août... On ne peut pas dire que c'est une partie sur le cas des mauvais entretiens. Moi, je pense que, encore une fois, tu as prononcé le mot de machination. Il faut dire aussi que ce climat autour de cette Kabylie, ce climat, parce qu'on a manipulé aussi
les représentations symboliques liées à l'identité, liées à plein de choses. On va en parler justement. Oui, liées à l'identité, liées à tous les traumas. Et je vais très vite parce que là, c'est vraiment pratiquement un sujet de thèse. Là. Par contre, ça me rappelle étrangement 2001, avec les propos irresponsables de j'allais dire Feu Zelhouni, à propos du jeune Massinissa Garmah. Ces éléments-là, actuellement, se cristallisent. On a à peu près le même climat. Et Adel Jabbar, je souscris tout à fait à ce qu'il a dit, en disant l'instrumentalisation, ethniciser les problèmes politiques, parce qu'il faut se dire une chose, pour moi, ils ont peur de beaucoup de choses, le pouvoir. D'ailleurs, on en parlera pour l'armée, son projet, etc., etc. Pour moi, ils veulent à tout prix, à travers tout ça, neutraliser le Hirak, que nos chers téléspectateurs et téléspectatrices prennent la mesure du mot neutraliser. Et ce qui s'est passé, à mon sens, parce que nous le subodorions déjà, nous le prévoyions déjà depuis les années 80. À savoir, et nous écrivions dans notre programme que ce pouvoir illégitime était prêt d'utiliser le fer et le feu pour combattre ceux qui le combattent. Et il a utilisé le fer et le feu. C'est un régime qui ne reculera devant strictement rien. Il y a cette question, effectivement, est-ce que les autorités sont responsables de ces feux? Alors, il n'y a pas d'enquête, je pense que, c'est aussi la question que je vous pose, mais on va passer vraiment à la thématique, une des thématiques principales ce soir. Mais le 12 août, Abdelmajid Tebboune, dans un discours, il a mis en garde contre les démons de la division, clairement, qu'il appelle vraiment à cette sacralité de l'unité nationale. Et quand on écoute vos analyses, des internautes, etc., en vous écoutant aussi, vous les uns et les autres, il y a une volonté quelque part de cette division de la part des autorités, du pouvoir. Le drapeau Amazigh, on a enfermé des gens, on a arrêté des personnes pour le drapeau Amazigh, d'où c'est la journée internationale, d'ailleurs on va en parler dans quelques instants. Donc quelque part, et puis d'un côté, je le disais jeudi dernier, Ben Grina, Naïma Salhi, Nordine Khaddal et tout ça ont été aussi épargnés, pas entendus, parce qu'ils ont quand même tenu des propos qui appelaient à certaines violences contre les Amazirs et les Kabyles. Donc on a... Non, c'est le pompier pyromane. Et puis encore une fois, Adel a dit une chose très juste, ils veulent ethniciser le combat politique qui a été initié effectivement dans les années post-indépendance, parce que c'est la résultante de beaucoup de choses. Et on est abouti au Hirak, à cette belle révolution, qu'il faudra à tout prix, pour moi en ce qui me concerne, qu'elle passe à la phase adulte et qu'elle arrive à s'organiser, parce qu'on ne pourra pas aller très loin en simplement dans les manifestations ou à prononcer des slogans. Ce qu'il y a lieu de dire aussi, c'est que l'unité nationale, ils oublient que durant leur parcours, les termes propres à l'identité nationale ont été galvaudés, ont été amputés. C'est la glorification des constantes du temps, à la fois de Boumediene et à la fois de Chadli, qui a entraîné, il faut le dire, toutes les régressions. Et il y a eu des phénomènes, je ne parle pas simplement en tant qu'Amazigh ou en tant que Kabyle ou en tant que Berbère, je parle, parce que moi, au-delà du fait que je suis Kabyle et je l'assume complètement, si nous ne reconstruisons pas la nation algérienne sur la base de la citoyenneté, dans un équilibre parfait, moi je pense que ça va poser problème. Et c'est justement le fait, encore une fois, chapeau à Adel, d'avoir introduit cette notion-là, permettra, j'espère, aux Algériens et aux Algériennes que nous avons l'obligation impérieuse de nous unir contre le système. Et ça, Brahim et moi, nous l'avons dit souvent, un seul mot d'ordre, c'est la transition, comment l'organiser, autour de quelle thématique, tout en sachant, excusez-moi, que et le cœur nodal du pouvoir et sa façade civile n'ont ni projet pour l'Algérie, ni modèle qui nous conviendrait. Donc nous devrons imposer notre modèle à nous, en tant que citoyens algériens, je parle surtout de la jeunesse, afin que nous allions
tous ensemble, de bloc à bloc, sur un nouveau modèle économique, sur un nouveau modèle sociétal, sur un nouveau pacte d'union nationale que j'appelle, moi, de mes voeux, quoi. À l'affiche à l'écran, sur vos écrans, donc le drapeau Amazigh qui va arriver. C'est la journée internationale du drapeau Amazigh. On est le 30 août 97. Voilà, le drapeau devrait arriver. Non, c'est pas ça. C'est l'affiche d'un congrès, d'un rassemblement qui devrait avoir. Bon, voilà, vous en avez quelques-uns ici. Donc le 30 août 97, au moment de la première assemblée générale du Congrès mondial Amazigh, eut lieu aux îles Canaries de Tafira. Les Amazirs de toutes les régions de Tamazra, Afrique du Nord et la diaspora ont adopté justement le drapeau Amazigh avec ses 3 couleurs. Le bleu qui symbolise la Méditerranée, le vert la côte nord d'Afrique, et le jaune, le grand désert africain, le pays des Amazirs Touareg notamment. La lettre Z en Amazigh qui symbolise l'alphabet Tifina et en même temps ce lien de parenté de ces 3 grandes régions d'Afrique du Nord. Voilà, il fallait saluer cette grande journée. Les Amazirs, bien sûr, qui sont un peu partout au Maghreb et pas que. Une réaction, on devait avoir Boualem Amoura qui devait réagir parce qu'en tant que syndicaliste, il s'est exprimé là-dessus avant vraiment de consacrer une grande partie autour des disparus, mais on verra qu'autour des disparus, à qui on rend hommage, il y a un lien avec cette justice, tout à fait, puisque c'est vraiment la question que je vais vous poser. Mais il faut savoir qu'au moment où il y a cette journée internationale du drapeau Amazigh, il y a une polémique sur l'enseignement de la langue Amazigh à l'école en Algérie. Donc, il a été apparemment décidé, mais il est prévu donc une rencontre avec le ministère de l'Éducation pour essayer d'avancer autrement. Il a été décidé de mettre les cours de Tamazight en dehors de l'emploi du temps officiel. Le ministère a motivé le réaménagement par l'incidence notamment de la crise sanitaire et une réunion est prévue donc avec le Haut Commissariat de l'Amazirité, le HCA. Et c'est le HCA donc qui s'exprime en disant qu'il a été décidé de mettre les cours de Tamazight en dehors de l'emploi du temps. C'est la 2e langue officielle de l'Algérie qui se retrouve, donc je continue à citer le HCA, avec le même statut que le dessin et les autres matières facultatives, c'est-à-dire pas obligatoires, au moment où des langues étrangères comme le français et l'anglais ont conservé leur statut. Messieurs, une réaction. Alors on sait que depuis des années, la langue amazigh... Encore une fois, au-delà de ce qui s'est passé en Kabylie, au-delà de tous les éléments qui se cristallisent autour de la Kabylie depuis très longtemps, de l'opération Zéro Kabyle aux propos disgracieux, limite racistes de M. Bengrina, du sénateur Benzaïm qui dit qu'il faut extirper ce cancer qui est la Kabylie. Je pense résumer modestement l'idée des Kabyles, c'est que ça commence à faire assez. Je sais que c'est une grande question pour vous et dans 5 minutes, je voudrais vraiment qu'on passe à la suite. Mais pourquoi est-ce que cette région de Kabylie en Algérie fait-elle peur? C'est parce qu'elle a toujours été rebelle, révolutionnaire? Non, il y a eu des traditions de lutte, mais là, il faut remonter à des traditions, comme d'autres régions d'Algérie. Par contre, mais régulièrement, quand même, vous le disiez, tous les 10 ans, elle est prise un peu en otage, cette région. Hein. Oui, on est arrivé jusqu'à ce que l'ambassadeur d'Algérie en France stigmatise et cloue au pilori les associations qui étaient solidaires de la Kabylie au début, parce qu'il n'y avait pas de feu ni à Khanchla ni à DJ les compagnies, en disant oui, moi je ne veux pas être solidaire que d'une seule région. Mais je trouve ça surréaliste et je trouve ça d'abord inélégant, surréaliste et pas national. Il n'a pas employé le mot solidaire. Je ne suis pas le représentant d'une seule région. Voilà, c'est pire, excusez-moi. Ce que je voulais dire par rapport d'une seule région. Oui, tout à fait. Par rapport à votre question sur le drapeau Amazigh, si vous voulez, moi je le dis, je suis intimement convaincu qu'il y a une nouvelle génération politique. Elle est emprisonnée aujourd'hui. C'est Hamou Boumdine, Bouaziz, Hossein Azam et compagnie qui ont une vision, qu'on partage ou pas, d'un système autonomique de région pour l'un et d'un souverainisme pour d'autres. Ça les dérange. La tradition de lutte dérange. La fixation sur le problème kabyle dérange. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse normalement. Ça, c'est le 2e élément. Le 3e élément, je le dis, je l'ai toujours dit, je pense qu'avec cette nouvelle génération de militants, la Kabylie n'a plus à vocation ni à être instrumentalisée, ni à être stigmatisée. C'est une région, pas comme une autre parce qu'elle a un particularisme, mais c'est une région qui a prouvé son attachement durant le mouvement national, durant la guerre de libération nationale, et qu'on stigmatise pour peut-être gérer des conflits qui se situeraient
au niveau de certaines factions. Un mot sur cette polémique sur le drapeau, si vous le souhaitez. Quand ça reste une opinion, quand c'est une opinion, elle a le droit parfaitement, dans le cadre d'un droit démocratique, de s'exprimer. S'agissant de la langue et de l'enseignement de la langue tamazight, dès lors que la Constitution reconnaît la langue berbère ou le tamazight comme une langue nationale et officielle. Officielle au rabais, mais je peux comprendre. Voilà. Peu importe, oui, mais nationale et officielle. Oui, tout à fait. Il n'y a pas entre parenthèses au rabais. Ça doit être plein et entier. Voilà, tout à fait. Plein et entier. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. À ce moment-là, elle doit être enseignée dans les établissements officiels et faire partie du programme officiel. Elle ne doit pas être mise en marge. C'est clair, c'est constitutionnel. Si je ne me trompe pas, en 2016, elle a été annoncée officiellement par Abdelaziz Bouteflika. Qui a renié sa parole. Oui, parce que quelques années après, il s'est exprimé assez fermement et clairement en disant que ça ne sera jamais le cas. Il n'y a pas de concession à faire sur cette question-là. Mais le pouvoir, comme toujours, s'ils disent que l'union nationale est sacrée, ils désacralisent l'union en jouant à ce jeu morbide. Moi, je me demande Adel, juste je voudrais juste vraiment qu'on consacre énormément de temps, mais c'est surtout qu'il y a une deuxième partie d'émission et c'est la thématique ce soir. Ce que je voulais dire concernant cette question de Tamazight qu'il fallait rogner sur les horaires à cause de l'incidence du Covid, je peux l'admettre, mais ça aurait pu faire de manière plus équilibrée et je ne pense pas que le HCA soit habilité à traiter. Ça aurait été une mesure politique si on avait un ministre de l'Éducation nationale digne de ce nom qui prend ses responsabilités. Dans un contexte aussi explosif, il aurait pu prendre avec un peu de prudence cet état de fait. Et en plus, juste je termine, excusez-moi Monsieur Kassi, c'est que quand certains Algériens posent problème par rapport à Tamazight, il faut qu'ils comprennent une chose, ce n'est pas une question Tamazight, c'est un fait. Et à partir du moment où si vous l'acceptez, c'est bien, nous pouvons avancer. Si vous ne l'acceptez pas, restez dans votre coin. Adel Djebar, ça va être un peu difficile pour vous, mais peut-être en 2 minutes, parce que j'aimerais aussi qu'on évoque la deuxième partie. Bon, c'est la journée internationale du drapeau Amazigh en Algérie, mais pas que, au Maghreb, et puis même pas que, puisqu'il y a des Amazighs un peu partout aussi dans le monde. Une réaction, alors c'est quoi? C'est une maladresse, une tentative de remise en cause de cette langue qui a été reconnue deuxième langue, je le rappelle, du pays, selon vous? Bon, je vais revenir sur un point qui me semble très important pour rappeler que si les flics de l'Alba Natiratan n'ont pas fait usage de leurs armes, c'est qu'ils avaient reçu l'ordre pour ne pas utiliser leurs armes, faire des tirs de sommation pour faire fuir les gens. Je rappelle que cette police de la dictature a tué délibérément, volontairement, expressément à Roulisane. Ils ont tué 2 citoyens algériens. Leur armée fantoche a visé entre les 2 yeux pour tuer un enfant de 16 ans à Tinzaouitin. Donc, quand l'usage des armes leur sied, leur va et répond à leurs désirs bestiaux et criminels, ils le font. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Donc, qu'ils ne nous disent pas, les flics ont peur. Si ce flic-là ne sait pas utiliser et maîtriser son arme, il vaut mieux l'envoyer vendre des pommes de terre. Il n'a rien à foutre dans un corps de sécurité. Idir soulevait une question qui me semble très importante. Le combat que nous menons aujourd'hui en Algérie, c'est ni un combat pour l'arabité, ni pour l'algérianité, ni pour la mazirité. C'est un combat pour la citoyenneté, l'émancipation de l'individu qui doit sortir de cette tyrannie qui l'écrase et qui fait de lui même pas un sujet ou un complément de sujet. Il fait de nous des insectes à écraser. Pour revenir à la question amazigh, pour moi, la Kabylie est une entité homogène. C'est une société distincte qu'il faut considérer dans toute l'étendue de sa distinction, de par la langue, de par sa culture, de par ses us, ses coutumes, ses traditions, etc. Et donc, c'est ce combat-là qu'il faut mener. Je ne comprends pas comment on puisse
dénier à 10 millions ou 12 millions d'Algériens un agir d'exister, de s'exprimer, de parler dans leur langue, de respirer dans leur langue, de mourir dans leur langue. C'est ça le véritable débat. Mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, je ne parle pas à Tamazir. Et je ne suis pas originaire de Tizi ou de Bougie, je suis originaire de Constantine. Les anthropologues me diront, tu es le premier Amazir, parce que Massinissa est à 6 Mais pourquoi cette région, pourquoi cette région, elle est parmi tant d'autres, effectivement, elle est à la fois laissée à l'abandon, encore une fois, ce n'est pas la seule, mais là, on parle de cette région, et pourquoi elle fait tant peur, elle fait tant réagir d'une manière ou d'une autre par les autorités, par le régime, par le chef de l'État. Elle fait peur, cette région, elle fait partie pourtant de l'Algérie, et les Kabyles sont algériens, comme ils le disent. Mais vous savez une chose, c'est une région qui a toujours eu ce caractère frondeur, ce caractère rebelle. C'est des gens qui n'ont jamais eu froid aux yeux pour se défendre leur entité. Parce qu'il s'agit d'eux-mêmes, de leur personnalité. Moi, je me souviens, dans les années 70, quand nous étions à l'université, il était à mes amis qui sont des frères de Bougie, de par les Kabyles, ils se faisaient agresser quand ils disaient Azoul ou quand ils disaient ils prononçaient un autre mot. Il y a des gens qui leur tombaient dessus. À l'époque, c'était un véritable délit criminel de par les Kabyles. J'étais l'un des rares où nous étions 2 ou 3 à nous porter à leur secours pour leur dire « allez vous faire foutre ». C'est des Algériens, ils s'expriment en martien, ils sont libres de le faire. Aujourd'hui, on a dépassé cette étape-là, mais on a en face de nous un pouvoir criminel et une organisation de la police politique aussi criminelle que son pouvoir, qui instrumentalise tout. Leur objectif, c'est de diviser les Algériens, de les monter, de les remonter les uns contre les autres. Vous savez que la manipulation du diviser pour régner est une technique qui existait en l'an 108 avant Jésus-Christ. Et c'est décrit Cicéron en parle dans un de ses ouvrages. Donc diviser pour régner, c'est tout ce qu'a fait ce régime criminel depuis 1962. Il a opposé les régions, il a opposé les ethnies, il a opposé les riches contre les pauvres, et il a opposé la mafia contre un peuple laborieux. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont armés jusqu'aux dents, ils dépensent 13 milliards de dollars pour lutter, pour se défendre contre un peuple complètement désarmé. Je rappelle à ces gens-là que quand il y a eu une insurrection armée, je termine avec ça, quand il y a eu une insurrection armée en 92 et des gens ont fini par prendre les armes pour aller se défendre ou tuer ou commettre des crimes, je n'en sais rien, je ne veux pas m'engager dans ce débat-là. Où était l'armée algérienne? Elle a dû se départir de son monopole sur la violence. Elle a recruté 500 000 mercenaires qu'elle a armés jusqu'au dents et elle a organisé une véritable guerre entre les civils. Et eux, ils sont rentrés dans leur caserne, comme les gendarmes ont abandonné lâchement la Kabylie après qu'ils aient commis leurs crimes. Ce n'est pas les Kabyles qui les ont vidés, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de leur responsabilité sécuritaire. C'est des gens qui organisent des pogroms. Et puis, ils sont là en train de... La dictature ne reconnaît jamais cet ordre. C'est toujours la faute des autres. Et ça fait partie du complotisme de toutes les dictatures. Je peux vous en parler pendant 1 heure de toute la théorie du complot. Ils ne reconnaissent rien. Ces gens-là, c'est de véritables bandits qui se spécialisent dans la manipulation des masses. Et puis, ils sont là pour nous pousser vers la médiocrité. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens sont en train de se culpabiliser pour dire, à la limite, on n'aurait pas dû nous révolter, on aurait dû rester sous Bouteflika. Vous savez comment ils font, c'est de gros manipulateurs. Restez avec nous, Adel Djebar. Je sais qu'on a beaucoup de choses à dire, mais il y a une thématique principale. Idir Ounourone, vous voulez réagir sur ce que disait... Vous avez juste... Oui, en 1 minute, à mon ami Adel Djebar. Ce n'est pas... c'est les Arches de Kabylie qui ont, après négociation, ont exigé le départ des gendarmes. Ce n'est pas... Ils n'ont pas fui comme ça. Et d'ailleurs, ça a fait pas mal. Et puis, ils ont réinstrumentalisé le terrorisme pour réintroduire les gendarmes en périphérie, en milieu rural. Voilà, juste la question. Merci Adel.
Merci, Merci Edir pour Nouron. la Mais c'est ça qui est... clarification. C'est ça qui est bien dans cette émission, c'est que vous avez aussi la possibilité d'interchanger et puis d'apporter des rectifications. Le Hirak qui rendait hommage aux disparus, et on va consacrer un bon morceau de temps à cette thématique ce soir. Journée internationale des victimes de disparition forcée, mais vous allez voir que tout est lié puisqu'on parle aussi, encore une fois, de droit et de justice depuis plusieurs années. Donc ce sont toutes ces familles qui, durant notamment la décennie noire, réclament la vérité sur leur sort réservé à leurs enfants. Je vous lisais quelques questions tout à l'heure, mais voilà ce que disent les familles, notamment de ce collectif. On a tenté de joindre Nassera Dutour, qui est vraiment la présidente, qui fait un travail énorme, notamment en Algérie, sur les disparus, qui malheureusement est très prise en cette journée. Voilà ce que disent les familles, des questions qui se posent. Notre fils est-il vivant? Notre père souffre-t-il? A-t-il subi de la torture? Pourquoi ont-ils été arrêtés? Pourquoi n'ai-je pas le droit de savoir, où sont les corps de nos disparus, entre autres? Alors, des questions qui se posent, et là, vous allez pouvoir échanger tous les trois. Le silence, alors, c'est ce collectif et ses parents remettent en cause toutes ces entités, ces institutions, ces corps, notamment de l'État. Le silence de la justice aussi, celui qui dure malgré des milliers de plaintes déposées, celui des procureurs refusant de mener des enquêtes impartiales et effectives pour sanctionner les coupables, le silence des tribunaux qui classent systématiquement nos plaintes sans suite, celui des gardiens des cimetières, etc. etc. La liste crescendo est longue. Voilà, messieurs, bon, d'abord, un hommage, je pense, à ces familles, à ces disparus. Et puis, pourquoi ce dossier des disparus est-il aussi sensible? Est-ce que c'est lié à la décennie noire qu'on connaît toutes et tous? Est-ce qu'on aurait pu imaginer aujourd'hui, au lieu, je le disais tout à l'heure, mais le rassemblement de SOS disparus donc n'a pas eu lieu. En 10 minutes, selon le communiqué des SOS disparus, les mamans qui étaient venues pour se rassembler sur Alger ont été par des fonctionnaires de l'ordre évacués, Edir Nouron, Brahim Younsi, Adel Djebar. Pourquoi ce dossier-là est-il sensible? Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer aujourd'hui justement un chef de l'État rendre hommage et avoir une journée de commémoration pour tous ces disparus? On en compte 22 000, 18 000, 25 000. Malheureusement, on ne connaîtra jamais les chiffres. Vous avez la parole. Vous savez, l'histoire de l'Algérie indépendante même durant le mouvement national a été marquée par des tragédies et par des drames successifs. Bon, tout le monde sait l'assassinat d'Aben, même des militants berbéris, je suis désolé de le redire encore une fois, de M. Khmisti, de Chabani, et je remonte, etc. Après, tu répondras. Je répondrai à Khmisti. Je demanderai juste de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Donc, on a une société polytraumatisée. Pour revenir aux disparus, je plains les mamans, je plains les papas de ces disparus. Moi, la question que je voudrais poser, c'est que où est la société civile algérienne par rapport à un problème de cette ampleur et de cette incidence? C'était la deuxième question justement, mais au niveau de l'État, des autorités, des politiques, du chef de l'État, pourquoi est-ce que on n'en parle pas, la justice n'en parle pas, c'est affaire classée. Non, je ne suis pas partisan, je rends hommage à la direction du FFS qui a offert les locaux, qui a habité les locaux pour SOS Famille des disparus. Et elle l'a fait de longues années. Mais vous savez, il y a eu aussi cette histoire de réconciliation nationale. Et cette réconciliation nationale
fait pratiquement, comment on dit, fait que les familles des disparus ne peuvent plus déposer plainte. Or, pour que nous refassions nation, nous avons besoin de connaître exactement toutes les séquences historiques qui ont traumatisé des générations et des générations. Je ne pense pas qu'on puisse redonner de l'espérance au peuple algérien tant qu'on n'aura pas soldé à la fois politiquement, psychologiquement, les disparus de la décennie noire que l'on chiffre à peu près entre 15 et 20 000, 25 000. Et je peux dire une chose, c'est que même pour les victimes de 2001, ils ont été remis comme une ordinaire écriture comptable où on ne peut plus demander des comptes. Or, on ne peut pas. Ils font de nous des amnésiques par rapport à notre histoire. Brahim est traumatisé. Moi, je suis traumatisé. Pourtant, je n'ai pas de famille de disparus de mon côté. Mais je suis traumatisé par rapport aux souffrances qu'endure le peuple algérien. Et à partir de ce moment-là, il faut à tout prix que, dans le cadre de la transition qui doit arriver inévitablement, il faut que le cœur nodal du pouvoir comprenne que vous ne pouvez plus gouverner contre la volonté de votre peuple. On a besoin d'exorciser tous les traumas, on a besoin de construire un État, on a besoin qu'on se retrouve dans une nation pleine d'espérance, équilibrée, où tout le monde a sa place. La confiance. Non, mais c'est à votre tour, vous inquiétez pas. L'espérance, la paix. Je sais ce que tu vas dire. Voilà. L'espérance, la paix, la confiance, c'est aussi de donner du réconfort. Les années passent, effectivement, mais là, les parents qui disent « Ouvrez-nous les archives et nous trouverons peut-être les réponses à nos questions ». Pourquoi est-ce que les autorités, le régime, le chef de l'État, le Premier ministre aujourd'hui ne prend pas la parole? Pourquoi est-ce que cette Algérie de 2021 ne se préoccupe pas? Alors, je ne parle pas du peuple, parce qu'aujourd'hui, la crise en Algérie, elle est très difficile pour le peuple, mais on a l'impression que pour le chef de l'État, c'est affaire classée, on n'en parle plus, alors qu'il y a des familles, il y a des milliers de familles qui souffrent. Une chape de plomb a été mise sur cette question en particulier. Mais je vais répondre à mon ami dire, juste sur Khmisti. Oui, je sais ce que tu vas dire. Oui. Non, Khmisti, c'est un crime, ce n'est pas un crime politique. Sincèrement, ce n'est pas un crime politique. C'était un crime passionnel. Cela a été dit, redit, etc. C'est un crime passionnel, c'est un crime privé, ce n'est pas un crime, un assassinat politique. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Beaucoup de gens pensent que c'est un crime politique ou un assassinat politique. Ça ne l'est pas, sincèrement, du tout. Il y a une autre thèse qui rattache ça au fait de sa rentrée du Moyen-Orient, plus exactement d'Égypte. Oui, on en parlera après. C'est pas l'objet, vas-y. Non, ça reste passionnel. Ça reste passionnel. Sinon, comme... Je vous pose cette question parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de la question. Ces familles, non seulement elles ont des disparus, que la société, quelque part, avec le temps, tend à oublier, mais qu'aujourd'hui, alors en plus de ça, le communiqué de SOS Disparus dénonce le comportement d'un autre âge et condamne avec force ces actes qui portent atteinte à la dignité de la personne, c'est-à-dire cette évacuation des mères de famille. C'est la question que se posent aujourd'hui ces familles. Pourquoi est-ce que les autorités, le chef de l'État, nous oublient, on ne nous répond plus? Je viens de vous lire. C'est un régime qui a mis une chape de plomb sur ce dossier. Dans quel but? Dans le but de cacher... De ne pas réveiller des... C'est pas réveiller, de cacher ses propres crimes. S'il ne répond pas sur les disparus, c'est que ce sont les autorités publiques, c'est les services de sécurité, c'est les services de renseignement qui ont enlevé ces gens-là et qui les ont fait disparaître après les avoir torturés. Nous connaissons un bout là-dessus. D'autre part, on parle des disparus, ce qui est vrai. Et la plupart des familles algériennes ont au moins un disparu dans la famille. Je vais citer le cas de mon frère, qui était à Lombez. Et avec l'évasion, il s'est soi-disant évadé avec les autres. Et 20 ans après, on vient nous dire qu'ils ont trouvé son corps dans une fosse commune. Et il était porté pour nous disparu pendant 20 ans.
Pendant 20 ans, il était porté disparu. 20 ans après, on vient nous dire on a retrouvé ses restes. A tenté de s'enfuir, a été abattu. Comment est-ce que par l'ADN, on l'a identifié par l'ADN? Quel ADN? Comment? Tout à fait. Comment ont-ils l'ADN? Est-ce que selon vous, alors juste derrière Adel Djebar, qu'on n'a pas oublié, est-ce que selon vous, aujourd'hui, ils peuvent... Vous gardez la parole, vous inquiétez pas. Est-ce que selon vous avez toujours peur que je vous retire la parole? Non, mais c'est-à-dire que c'est l'idée. Oui, bien sûr. Non, mais est-ce que selon vous, aujourd'hui, la justice algérienne, est-ce qu'elle pourrait répondre demain et sortir les archives en disant on a toutes les réponses ou pas? Non, parce que les dossiers, ce sont les services, la justice de façon générale, ne disposent pas des dossiers. Ce sont les services de sécurité. Et les archives, etc. Et les archives Seule une justice transitionnelle pourra nous amener à ça. Absolument. Sinon, nous sommes victimes, toutes les familles des disparus et toutes les familles qui pleurent des morts dans ce pays des années 90 sont victimes de ce que nous avons produit, de ce que ce système a produit, et de ce que ce système, et nous en avons parlé tout à l'heure, est en train de produire ou de vouloir produire. C'est-à-dire la haine, c'est-à-dire l'adversité, l'exclusion. C'est cela le fondement de la question des disparus et des assassinats. C'est tout ce que nous avons produit nous-mêmes. Nous sommes victimes de ce que le système a produit et ce qu'il est en train encore aujourd'hui de produire. Adel Djebar. Juste ça. Juste pas qu'on oublie Adel Djebar. Oui, non, on ne l'oublie pas. Il est tellement imposant qu'il ne va pas l'oublier. Sinon, cela me rappelle une... Parce que c'était cela à l'époque, et ça l'est encore un peu, aujourd'hui. C'est que, comme dit le traité qui est à vote du Talmud, c'est que il dit tout juif qui habite la Terre Sainte démontre par là sa foi, et que tout juif qui habite en dehors de la Terre Sainte ressemble à un athée ou un mécréant. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 90, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national et singulièrement dans une région. Adel Djebar, observateur politique, vous avez maintenant la parole. Juste continuer à citer Nassira Dutour, présidente de SOS Disparus. Voilà ce qu'elle dit suite notamment à l'évacuation par les forces de l'ordre à Alger des mères de famille, des familles qui sont venues crier la colère où sont nos familles. Voilà ce qu'elle dit. Cette manière d'agir n'est que l'intimidation de la pression inutile sur les familles de disparus, ne visant qu'à les démobiliser, à les décourager pour ne va plus revendiquer leur droit à la liberté de manifester, de se rassembler et leur droit de savoir. Une réaction, Adel Djebar, vous avez un peu entendu les différentes questions. Le chef de l'État absent aujourd'hui, pas d'hommage, pas de mots, n'en parle plus. Affaire classée peut-être? Moi, il y a deux choses qui m'indisposent. C'est à chaque fois qu'on fait une confusion entre l'Algérie et ce pouvoir illégitime. Quand vous parlez de ces gens-là, parlez d'eux. L'Algérie, elle est victime de ces bandits. Nous sommes dans un système mafieux. Donc c'est l'omerta. Rien ne va sortir. Vous pouvez demander une commission justice et vérité advenant une nouvelle Algérie. Mais vous ne pouvez pas demander aux assassins qui ont exterminé 250 000 Algériens, qui ont fait rentrer l'Algérie dans un mur, qui ont fait disparaître 25 ou 30 000 ou 18, peu importe le nombre. Un disparu est un disparu de plus, un mort est un mort de plus. Vous ne pouvez pas demander à ces psychopathes-là de vous dire la vérité. Leur loi sur la concorde, sur la réconciliation, c'est du cousu humain qui a été fait par... C'est un deal entre le bandit de Bouteflika et les généraux criminels qui l'ont ramené.
il voulait les absoudre de leurs crimes pour leur dire vous ne serez pas poursuivis dans la Cour pénale, par la Cour pénale internationale, vous ne serez jamais poursuivis par les instances internationales, les ligues des droits de l'homme, Amnesty International, etc. 25 000 disparus, il y en a encore aujourd'hui. Il y a une semaine, ils ont fait disparaître quelqu'un en le séquestrant par leur complice espagnol et ils l'ont ramené en Algérie. Aujourd'hui, on ne sait rien de lui. Brahim Lalami a été séquestré. J'ai appris ce matin qu'il a fait une hémorragie interne et qu'il a été transporté en urgence à l'hôpital. Ce régime est un régime criminel, disons-le tout court. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, comme avait dit quelqu'un dans Albert Camus. Je pense que c'est Camus, oui. C'est lui qui avait dit ça. Il faut mettre les noms sur les visages. Vous ne pouvez pas parler à l'impersonnel. Neza est un criminel, Tofik est un criminel, celui-là est un criminel, le DRS est un criminel. Nous sommes dans un état DRS. C'est un état DRS. Les ministres ne valent rien. Kedboun, celui qu'on a ramené, le guignol, il n'est absolument rien. Il n'est même pas capable de prendre une fourchette sans demander la permission à ses maîtres. Et donc, les ministres, tout le monde est soumis au diktat du DRS. Qui veut caporaliser la société, il est en train de la tétaniser, de la sidérer par la peur, d'enlever des gens, de tuer des gens, de kidnapper des gens. Il n'a pas peur. Il ne s'arrêtera que contraint et forcé. Quand il y a une véritable force qui s'opposera à lui. Ces gens sont dans le déni. Le petit jeune Algérien, je pense, qui s'appelait Tofir, qui a inventé le slogan « Il mérite un prix Nobel, ce type-là ». Il a synthétisé en 2 mots une problématique nationale, une problématique politique et philosophique extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut déraciner ce silence concernant ces disparus, c'est quoi? C'est pour éviter de remettre des dossiers sur la table qui pourraient rendre responsables notamment les représentants aux instances de l'État de l'époque. C'est parce qu'on n'a plus les preuves, on n'a plus d'informations. Un criminel ne va jamais taper à la porte de la police pour dire c'est moi. Ils ne vont jamais se dénoncer. Ce sont les mêmes criminels de 92 qui sont en train de gérer cette Algérie en sous-main. Aujourd'hui, tout le monde sait, c'est de notoriété publique. Même les enfants de 6 ans savent que c'est le criminel Neza qui est rentré dans un avion présidentiel alors qu'il était condamné à 20 ans de réclusion, et l'autre criminel de la poule mouillée de Tofir, qui n'est rien sans armes, sans une garde rapprochée et une garde prétorienne. C'est des tueurs à gages, c'est des psychopathes. Que voulez-vous qu'on dise en plus? Donc ces gens-là ils vont tout faire pour ne pas être un jour confondus à la justice de l'Algérie, dans une Algérie nouvelle, et à une justice internationale. Moi, ce que je demande aux familles des disparus, y compris ceux qui sont injustement incarcérés dans les geôles de cette dictature, c'est de constituer en association et d'engager un recours collectif à l'international. La diaspora est là pour aider à aller vers les instances internationales et mettre les noms sur les criminels, sur les véritables responsables. Nous avons un beau proverbe qui me plaît ici au Québec qui dit que quand la neige fond, la mer remonte en surface. Ces gens-là, même s'il fait 40 degrés, ils feront tout pour que la neige ne fasse pas sa fondaison. Donc, on a affaire à des criminels, il faut s'opposer à eux, mais de façon pacifique et non violente. Moi, je pense, et je suis certain et convaincu, que la seule réponse pour déraciner ce système, parce que ce système, il me rappelle une bouche avec des dents carriées. Vous ne pouvez pas dire, je vais sauver cette dent-là. Il faut tout enlever. Vous allez aseptiser cette bouche, vous allez faire un dentier, vous allez faire des implants, et puis vous avez un beau visage et un beau sourire. Vous ne pouvez pas continuer à espérer quelque chose de la part de ces gens-là. Ils sont dans leur moule, ils sont dans leur paradigme, ils ne changeront pas, ils sont comme ça. C'est l'armée, ils ne comprennent pas
qu'aujourd'hui le monde a changé, que la génération qui constitue 75% de la population en moins de 30 ans, c'est une génération mondialisée, numérisée, digitalisée, qui vit à l'ère du temps. Merci Adel. Je termine avec ça. C'est très important et ça donne... J'aimerais revenir vers vous après, c'est pour ça. Dites-moi. Je vous laisse finir. Hier, je discutais avec un ami, docteur en mathématiques, qui me disait, il racontait ses misères, il est d'origine kabyle, lui. Il racontait ses misères à son enfant qui va au cégep ici. Il lui disait, vous savez, tu sais mon fils, en 58, on n'a pas de télé. Vous savez quelle a été la réponse du gamin? Il lui a dit, alors vous vous contentiez des ordinateurs? C'est exactement ce qui nous arrive avec ces bandits-là. Restez avec nous, Adel Djebar. Dans quelques instants, j'aimerais qu'avec nos invités, les dernières minutes, on va revenir sur l'annonce officielle de ces élections wilaya communales, donc annoncées pour le 27 novembre prochain. Des questions que se posent derrière. Mais avant d'évoquer cette dernière partie d'émission, à vos écrans, donc va s'afficher le portrait de Kamira Naïtsi, dont devait avoir son frère, mais apparemment il y a des problèmes de réseau. Présidente du Congrès à Mazir, donc qui habite à Tizi Ouzou. Alors, il faut savoir que pendant 48 heures, notamment entre le 24 et le 26 août la semaine dernière, donc aucun signe de vie, une disparition qui a suscité beaucoup d'interrogations et beaucoup d'inquiétudes. La présidente, donc, depuis... On a appris officiellement qu'elle a été placée en garde à vue par la police à Alger en prévision de sa présentation devant le procureur du tribunal de Sidi Mohamed. Selon des sources proches du tribunal, elle serait, je cite, citée dans 3 affaires, dont une en lien avec le leader du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Farhat Mahni. Kamira a été interpellée près de chez elle, Dara Ben Kheda exactement, alors qu'elle était sortie pour faire des courses. Voilà, on devait avoir son frère pour lui rendre, pour évoquer son dossier aussi, avoir une pensée pour elle et sa famille. Messieurs, l'Algérie en pleine crise. Par rapport une réaction par rapport à Kamira, oui. À Kamira Naïtsi, que je connais parfaitement, qui est une amie, qui a été présidente du Congrès mondial à Mazir, une grande militante, qui a porté la voix des Berbères aux Nations Unies, qui était en contact permanent avec le Haut Commissariat des droits de l'homme, qui a fait un boulot formidable. Elle a beaucoup été inquiétée lors de ses allées venues en France ou pour même aller au Maroc assister au Congrès mondial à Mazir. Je pense que c'était le dernier. Moi, je lui apporte toute ma solidarité et c'est une femme qui est militante, c'est une femme qui est aimante pour sa Kabylie, c'est une femme de débat. Je tenais à témoigner qu'elle est très très loin d'avoir des accointances avec Elema. Elle connaît tout le monde, comme moi je connais tout le monde. Moi demain, si M. Farhat Mahani est un ami, je ne peux pas renier cette amitié, je suis loyal en amitié, est un ami. C'est pas pour autant que je suis terroriste. Et ça renvoie à toute la problématique qui entoure encore la région de Kabylie. Il faut vraiment que, à mon avis, il faut vraiment que la cesse. Et en plus, j'invite les intellectuels algériens si tentés qu'ils prennent position par rapport à cette question-là, parce que ça risque de miner le débat public, ça risque de creuser des fossés, pas au niveau des gens qui sont capables de rassembler, mais qui peut causer des dégâts, alors que le Hirak est le seul ennemi du pouvoir et qu'on a besoin de tout le monde dans ce cadre-là, justement pour construire la transition, pour refonder la nation autour de valeurs de la citoyenneté, comme l'a dit Adel Djebar, et Brahim Younsi aussi le dit très souvent. Voilà. Brahim Younsi, si vous le souhaitez, vous pouvez réagir aussi, mais on aura le temps, et on a prévu de consacrer aussi du temps pour Kamira Naïtsi, mais aussi les d'autres détenus. Je voulais aussi vous faire réagir, mais voilà, comme vous le souhaitez, sur cette annonce des élections communales, les wilayas, les APC, Assemblée populaire, le 27 novembre. Est-ce que c'est le bon moment? Et quand on voit le manque de confiance et le rejet des élections présidentielles, est-ce que c'est un bon choix? Je veux juste revenir sur ce dossier qui concerne les droits de l'homme de façon générale. Je crois qu'il ne faut pas, dans ce dossier qui concerne tout le monde, qui concerne tous les Algériens, tout à fait. Il y a aussi des injustices, et plus que des injustices, qui ont été commises depuis longtemps, mais singulièrement depuis les années 90. Et il y a des détenus qui croupissent dans les geôles du pouvoir depuis les années 90. Et
beaucoup d'entre eux, je ne connais pas les dossiers de tous, j'en connais quelques-uns, subissent une injustice ou des injustices flagrantes. Leur culpabilité n'a jamais été démontrée, et c'est ça la vraie justice, devant un tribunal. Jamais leur culpabilité n'a été démontrée. Néanmoins, ils continuent d'être détenus dans des conditions terribles. Et beaucoup d'entre eux, alors qu'ils seraient probablement innocents, sont morts en prison. Et ça, c'est scandaleux. Je crois que ce dossier et tous les dossiers qui concernent les hommes, qui concernent la justice, parce que les criminels, il faut apporter la preuve qu'ils ont tué, qu'ils ont assassiné, et le pouvoir d'Alger, et on l'a dit suffisamment, ce sont les services de renseignement qui jugent et non pas la justice. Sur la question des élections, il y a beaucoup à dire sur les élections. Mais est-ce que nous sommes en régime démocratique pour organiser des élections? Nous ne sommes pas dans un régime démocratique. Nous sommes encore dans un système de commandement et d'obéissance. Avant d'en arriver là, parce que... C'est la question que vous me posiez. Oui, non, est-ce que c'était parce que, bon, il est 19h48, il nous reste 5 petites minutes d'émission. C'était surtout, est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est le bon moment? Il y a un pays, il y a une crise sanitaire qui n'est pas finie, il y a la rentrée, il y a la crise sociale, l'oxygène, plus de liquidité. Est-ce que c'est de bons moments? C'est à l'évidence. Avec le rejet total des anciennes élections, ce sont les chiffres. C'est à l'évidence pas le bon moment, ça n'a jamais été le bon moment pour organiser des élections. Quel est le but derrière? Le but, c'est... Je vais vite, désolé, le temps passe. C'est de boucler la boucle. C'est de boucler le dispositif institutionnel. Absolument. C'est de boucler la boucle. Ce que je voulais dire... Pardon, Brahim. On terminera par vous, Adel Djebar. Hein. Ce que je voulais dire par rapport aux élections, notre pays est frappé est accablé par la fatalité, à la crise du Covid, à la crise des incendies, au meurtre innommable du jeune Ben Smaïl, à la crise morale, à la crise des institutions avec un président de la République absent, qui n'a pas de charisme, qui n'a pas de cap, qui est un président esselé, qui est un président qui n'a pas de parti politique autour de lui, qui n'a pas de corps intermédiaire autour de lui, et qu'il n'est là à présider que par la grâce du commandement militaire, il faut le dire. En plus, il y a un fossé entre la parole du chef d'état-major, M. Chengli, j'attaque pas l'armée, factuellement je dis les choses, qui a une présence envahissante sur les médias, qui s'improvise ministre des Affaires étrangères, qui s'improvise président de la République, qui s'improvise au détriment de la parole présidentielle qui est disqualifiée, qui est lénifiante. On ne peut pas avoir ce type de débat en Algérie et ça stérilise toutes les initiatives. Et c'est pour ça que l'opposition doit prendre la mesure de ces paramètres pour pouvoir réagir. Mais je comprends toutes les contraintes qu'ils subissent, mais je pense qu'il serait temps aujourd'hui d'aller vers un compromis avec l'opposition et construire la véritable alternative. Ça ne peut plus durer. Sans ça, pour moi, j'ai la crainte, encore une fois, que la rupture au consentement de l'autorité risque de poser un gros problème de sécurité nationale. Vous voulez réagir? Oui, mais enfin, Brahim Noussi. parce que j'avais été interrompu. Non, cette question de ces élections, bien sûr, ça n'a jamais été le bon moment. C'est des élections pour qui, pourquoi, d'abord. Pour qui, pourquoi. Je l'ai dit tout à l'heure, le système boucle sa boucle. Et cela donne une illusion électorale. Le pouvoir illégitime n'est que dans l'illusion. Et là, singulièrement, il est dans une illusion électorale. Sinon, nous ne sommes pas sortis de l'ancien système. Le système du commandement et de l'obéissance. Alors, pour qui voter, pourquoi voter? C'est la question, à mon avis, fondamentale. Est-ce le moment d'organiser des élections municipales et départementales? Absolument. On aura l'occasion de consacrer des émissions. Parce qu'il y a une grave crise. Il y a une grave crise, il faut le dire. Il y a une grave crise de représentation depuis un bon moment dans ce pays. Adel Djebar, le mot de la fin pour vous, une réaction là-dessus, une réaction peut-être sur la suite.
comme celles qui ont précédé, est un non-événement. C'est un leurre qui est fait, organisé en direction de l'étranger pour montrer à l'étranger que ce pays-là est géré, que les instances élues sont en place et que tout fonctionne à merveille. Mais c'est encore une fois un leurre, comme les élections, les dernières élections, où il y a eu 4%. Tebboune lui-même disait, ça ne m'intéresse pas d'avoir des chiffres, ce qui m'intéresse, c'est le scrutin lui-même. Je vais terminer en disant une chose à nos frères de Kabylie, aux Algériens en entier, pour leur dire, ne vous trompez jamais d'ennemi. Le seul ennemi qu'a l'Algérie, c'est cet état-major militaire criminel. Hier, ils ont trouvé un boulot en 92 pour désigner les islamistes à la vindicte populaire. Aujourd'hui, ils sont en train de désigner toute la région de la Kabylie à la vindicte populaire et ils ne font même pas l'effort de distinguer les Kabyles. Il y a des laïcs, il y a des agnostiques, il y a des islamistes, il y a des communistes, il y a des socialistes, etc. Donc ils font un amalgame, ils prennent un peuple distinct par sa langue, sa culture, comme je disais, et ils lui tirent dessus. Moi, je termine pour dire que le jour où les archives du DRS seront révélées au public, nous tomberons des nues et nous apprendrons exactement ce qui s'est passé en termes de méga-crimes et de crimes industriels qui ont été commis contre l'Algérie et son peuple. Merci Adel Djebar, merci d'avoir été avec nous. Algérie, de point des milliers de disparus forcés. Il fallait bien évidemment, on en parle régulièrement, mais parfois l'actualité aussi parle d'elle-même. Donc on essaie de vous proposer des émissions avec des thématiques différentes, mais on y reviendra. Eddie Renouron, analyse politique, merci. Brahim Younsi, 4 du MD à 82-88, Adel Djebar, observateur politique. Amar Naïtsid, qu'on n'a pas pu avoir, c'est deux frères de Kamira Naïtsid, donc la présidente du congrès Amazigh mondial, qui est aujourd'hui donc incarcérée, qu'on n'a pas pu voir. Et puis Boualem Amoura, qu'on réussit habituellement à joindre sans problème. Apparemment, on a des problèmes de réseau. C'est le secrétaire général du SATEF. Les garçons, et merci en régie d'avoir réalisé techniquement cette émission. Et merci à Nesrine Tourti de l'avoir préparée à mes côtés. Je vous donnerai rendez-vous demain. Je vous donne rendez-vous demain soir, 18h30, pour un nouveau numéro. Bonne soirée à tous.